un sujet qui est en rapport avec la médecine, puisqu'on parlait de folie. Oui. Hein? Soyons Soyons fous. particuliers. Soyons fous. Donc, Giovanni Michel Del Franco nous fait le plaisir d'être là. Alors, je vais te présenter succinctement. On dit Giovanni Michel. Giovanni, ça suffit. Giovanni écrit beaucoup. Il écrit notamment énormément sur les Indiens, vous l'avez peut-être vu sur son bureau. Et je crois que j'ai senti qu'il aimerait bien en parler un petit peu, parce que c'est sa passion. Je lui ai dit non, il n'en est pas question. Moi, j'ai un ordre ferme de Madame Cabasson, c'est de parler de Charles VI, le bien-aimé, ou la passion de roi. Mais on va quand même parler un petit peu des Indiens tout à l'heure. C'est pourtant plaisir, c'est pourtant plaisir. Bon, alors, j'aime bien Charles VI. Charles VI, le bien-aimé. Lorsque j'ai découvert ce livre, d'abord, mon premier réflexe fut d'essayer de me souvenir de mes leçons d'histoire. Et effectivement, il m'est revenu en mémoire cette mésaventure de ce roi, Charles VI. Alors c'était flou, hein. J'ai le livre pendant la guerre de 100 ans, pas un monstre au niveau du royaume de France. Et je me souviens de ce roi qui devient fou dans la forêt du Mont. Voilà ce que j'avais comme souvenir. Pas mal. Oui, c'est le plus. Hein? C'est des épisodes, oui. Ensuite, on n'en parle plus tellement de ce roi. Ensuite, on n'en parle plus tellement, et d'ailleurs, c'est le sujet de la première question. Je restitue l'environnement historique, si vous me permettez, peut-être que vous avez oublié. Donc, nous sommes au XIVe siècle, et le roi Charles VI, fils de Charles V, père de Charles VII, devient roi, tout va bien jusqu'à ses 24 ans. Il est né en 1368, et Vlatipa, que traversant la forêt du Mans, en 1392, subitement, pris une crise, je crois qu'il voit, il voit des menaces, je ne sais quoi, il descend de cheval, il saute de cheval, je ne sais pas, il sort son lit. Et hop, il zigouille 4 personnes. Première crise connue de démence de Charles VI. Et ensuite, il y aura des épisodes répétés, alternance de brèves ou longues crises de folie, de brèves ou longues répits ou longs répits. Et quand on sait ce qu'est le royaume de France à l'époque, quand on sait les rivalités, quand on sait que la jalousie, que l'envie rôde partout, que ça fourmille de complots, on s'imagine qu'avec un roi qui n'est pas toujours lucide, c'est l'euphémisme, c'est encore pire. Alors, rappelez-vous l'histoire, cette époque, les Armagnacs contre les Bourguignons, ça vous dit peut-être quelque chose. En fait, c'est la famille qui se déchire. Hein. Rappelez-vous, c'est la guerre de 100 ans. On a paumé la moitié des royaumes, on se chicorne avec l'Angleterre. Et puis il y aura ensuite, en 1415, pour couronner le tout, à Zincourt, qui fera qu'à la fin, le royaume sera complètement exsangue, et qu'interviendra Jeanne d'Arc, à la mort de Charles VI, et puis presque la restauration du royaume via le sacre de Charles VII à Reims. Alors, ce qui m'a intéressé, moi, je l'ai lu dans ce que vous écriviez, c'est qu'en fait, souvent Charles VI, on dit, je suis un petit peu long, pardon, mais après je laisse la parole. Charles VI, on dit Charles VI le fou. D'ailleurs, les historiens, beaucoup, le Michelet, la folie qui en dit. Et là, vous lisez Charles VI, le bien-aimé de la passion du roi. Donc, moi, il l'écrit d'ailleurs, Giovanni. Je pense que, je sais, je sens, je lis qu'il s'agit d'une réhabilitation du roi Charles VI en quelque sorte, qui, prenant un peu le contre-pied de ce qui est dit généralement, va nous montrer peut-être ce côté humain et cette force que ce pauvre homme a pu avoir pour faire ce qu'il pouvait pour sauvegarder le royaume. C'est bien l'entreprise de réhabilitation sympathique. Réhabilitation, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que c'est vrai que quand on écrit sur un personnage historique, on préfère écrire sur des gens qu'on aime bien. Il se trouve, pour refaire le début de la genèse, la genèse de ce livre, c'est que j'ai dû choisir à un moment un
sujet de thèse en médecine. J'avais tout, sauf envie de faire une compilation de cas cliniques qui m'ennuyait profondément, donc je voulais faire un travail plutôt historique, avec comme ambition de prendre un certain nombre de personnages de chefs d'État qui avaient souffert de pathologies mentales. Il y en a un certain nombre par le passé, on peut se demander s'il n'y en a pas encore un certain nombre actuellement. Et c'est là où j'ai découvert ce roi que moi je ne connaissais même pas, je ne connaissais pas la forêt du Mans à ce moment-là. Encore moins que toi, j'en savais encore moins. Et puis je me suis intéressé à son histoire et je me suis dit finalement je pouvais écrire une thèse uniquement sur ce roi-là, en partant des documents historiques, pourquoi effectivement il est resté 40 ans sur le trône alors qu'il était quand même la première crise en tout cas de personne, on était quand même secoué hein, pour parler grossièrement. Et malgré tout il est resté 40 ans sur le trône. Donc ça m'a intrigué. Et puis, peut-être que ça a tourné ensuite à la réhabilitation, parce que je me suis aperçu que de cette époque que tu nous as décrit, entre le schisme religieux, la guerre avec les Anglais, ensuite la guerre civile, c'était le seul personnage qui avait un semblant, malgré toute sa folie, de cohérence, en tout cas une ligne à peu près droite, et qui restait assez près des gens. Il allait facilement au contact des gens, contrairement aux autres grands seigneurs, si bien qu'à un moment où le peuple, peut-être que c'est une de tes questions, l'a surnommé le bien-aimé parce que c'était le seul qui avait l'air d'aimer les gens. Et c'était aussi le seul qui avait l'air de maintenir, tant bien que mal, une sorte de voie pacifique au milieu d'une époque où on était tout sauf pacifique. Oui, c'est effectivement la question de fond que pose cet ouvrage d'ailleurs, et je crois effectivement bien avoir compris que, en fait, cet homme, et on en parlait hier, il y a une dissociation entre la fonction du roi et l'homme qu'il était, on en parlait hier, hein. Et en fait, cet homme fragile, c'était aussi quelqu'un en qui le peuple pouvait se reconnaître dans sa propre fragilité, dans sa propre soumission, dans son propre malheur. Donc il y avait une espèce d'empathie, je dirais, entre les malheureux, le roi malheureux et le peuple malheureux, parce que le peuple, il faut les trinquer. En fait, finalement, c'est le peuple qui trinquait. Ah oui, ça, le peuple qui trinquait. Voilà. En plus, c'était la période aussi où il y a eu la peste. Donc, oui. La famine, parce qu'il y avait des hivers épouvantables. Donc il y avait la totale, la guerre civile, la guerre avec les Anglais, la famine, la peste, le schisme religieux, donc les gens savaient même plus où ils en étaient avec Dieu. Et puis un roi fou pour chapeauter le tout. Vous imaginez bien que c'était une période un peu chaotique. Sur la réhabilitation, je suis intéressé en général par les gens qui ne sont pas, qui s'écartent un peu du lot. Ce qui m'intéresse chez les gens en général, hein, c'est leur figure, c'est les blessures, c'est tout ce qui fait qu'ils ne sont pas lisses. Et Charles VI était tout sauf lisse. Effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, il y a eu donc l'épisode du Mans, la forêt, clac-clac, catigouillé, etc. On commence à se poser des questions, qu'est-ce que c'est que cet animal-là et puis, imaginez, moi, quand je lis Giovanni, vous avez l'oncle d'Orléans qui est par-ci, les Bourguignons qui sont par là, donc ensuite la fameuse querelle entre les Armagnacs et les Bourguignons, vous avez le frangin qui louche à gauche, l'autre qui regarde à droite, enfin, on sent très bien qu'on guette la folie, puis peut-être qu'on espère la mort d'ailleurs, parce que j'imagine qu'il n'y a pas tellement de scrupules de ce côté-là, puisqu'on zigouillera un d'Orléans, on zigouillera un Bourguignon, enfin, c'est vraiment, on se demande comment ça peut tenir. Il y a une sécotine, je ne sais pas, particulière qui fait que malgré tout, le royaume de France, exsangue, renaîtra. Il y a un autre épisode, parce que j'ai lu quelque chose, je ne sais pas ce que tu en penses. Il y a eu en 1293, si mes souvenirs sont bons, un épisode dont vous avez. Moi, le souvenir m'est revenu, c'est le bal des Ardents. Hein, le bal des Ardents, c'était pour une fête. Et le principe était que on s'y déguise, et on s'y déguise notamment en utilisant de la poix, hein, et puis des plumes. Hein. C'était pas très inifugé. Hein. Et la typoque entre un personnage, qui n'était pas forcément un personnage en qui on pouvait avoir confiance, et qui rentre avec une torche, et malencontreusement, il allume l'un des danseurs,
le feu se propage, et heureusement, Charles VI qui aimait bien la fête. Il aimait bien la fête, oui. Il aimait bien la fête, il était fou, mais entre deux, il s'amusait, il aimait ça. Et il échappe miraculeusement à la mort parce que, je ne sais plus quelle personne, c'est une femme en tout cas, le recouvre de sa robe et éteint le roi, si je puis dire. Certains l'ont allumé, elle l'a éteint. Et moi j'ai lu, bon, c'est une version, on verra bien ce que tu en penses, mais j'ai lu que certains historiens datent la croissance de la folie de Charles VI après cet épisode. C'est ce qui est répandu chez certains historiens, et c'est totalement faux. La première crise de la forêt du Mans, elle a eu lieu quasiment un an avant le bal des Ardents. Oui, c'est ça. Et puis le bal des Ardents, c'était utilisé politiquement parce que celui qui a mis le feu, c'est pas aux poudres, c'est aux plumes en l'occurrence, était le frère du roi. Il rentrait, ou un serviteur du frère du roi, il rentrait avec une torche. Et du coup, les ennemis du frère du roi ont saisi cette occasion en disant oui, il a voulu brûler le roi, parce que le roi était déguisé aussi. Et donc il faut l'éloigner son frère de la cour, il faut le priver de tout pouvoir, etc. Et c'est sa belle-sœur qui a mis la robe sur le roi et l'a protégé du feu. Mais dans le moment, le roi a tout à fait bien réagi. Il s'est enquis de savoir qui avait été brûlé, comment avaient été organisés les secours, etc. Et la crise suivante, sa crise de folie suivante, aura lieu 6 mois après. Donc je ne pense pas qu'il y ait un lien avec l'événement. Mais effectivement, le raccourci est souvent fait pour des raisons qui tiennent à l'orientation politique des historiens. C'est-à-dire que quand on veut charger le frère du roi Louis d'Orléans, on dit « Ah, il a foutu le feu au moment du bal des Ardents, il voulait tuer le roi, donc il faut l'écarter du pouvoir ». Ce qui s'est passé de fait. On a écarté Louis d'Orléans et puis le duc de Bourgogne, l'oncle. On a profité pour saisir les rênes du pouvoir. Et puis ensuite, ils ont passé leur temps à se battre pour avoir le gouvernement. À coucher les uns, à coucher les autres. Et Isabeau de Bavière, qui était la femme de Charles VI, on en parlait aussi hier, elle naviguait entre les uns ou les autres, avec un mari absent. Enfin, il n'était pas toujours absent, en tout cas, il était souvent actif, même ardent, comme le bal, parce qu'il a quand même fait 11 enfants de Bavière. Donc, on peut dire qu'entre les crises de folie, il y avait des moments de plaisir. Et peut-être même des moments en folie. Non, c'est pas absolument. Bon, il n'en est pas resté beaucoup de vivants, puisque l'héritier est mort, le premier héritier est mort, le second aussi, et c'est le troisième qui deviendra roi sous le nom de Charles VII. Alors, Isabeau de Bavière, on connaît ce nom, alors c'est pas une femme extrêmement jolie. Alors, donc sur la fin, elle était obèse, donc elle n'était plus jolie du tout. C'est pareil, elle a une très mauvaise réputation. Alors on lui a imputé une liaison avec le frère du roi Louis d'Orléans. Mais à l'époque où il y aurait eu cette liaison, Louis était un homme plutôt séduisant qui aimait bien les jolies jeunes femmes. Elle commençait à être âgée, elle était obèse. Je ne crois pas du tout à cette histoire. Certains sont allés jusqu'à dire que Charles VII n'était pas le fils de Charles VI, mais de son frère. Bon, j'ai un copain qui est persuadé de ça. Il pense même que Jeanne d'Arc est la petite fille de Charles. C'est la fille de Louis d'Orléans. C'est la fille de Louis d'Orléans, oui. Et donc, c'est une hypothèse. Qu'elle serait cousine avec Charles VI. Avec le Charles VII. Oui, Charles VII. Elle serait cousine avec Charles VII. Moi, j'ai entendu que Jeanne d'Arc, c'était aussi l'amante de Gilles de Rais. Il y a des faits historiques sur lesquels il faut travailler. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de revenir au maximum aux sources, parce que il y a parfois en histoire comme ailleurs des erreurs qui se répètent. C'est-à-dire un premier historien a émis une hypothèse et ensuite celle-ci est reprise en boucle sans revenir aux sources. Il y a un texte qui est célèbre sur un élément pathologique de la maladie de Charles VI. Quand je suis venu à l'origine, c'est tiré d'une plaidoirie anti-Louis d'Orléans et qui veut soutenir la thèse de l'empoisonnement. Oui, mais si on parle d'un appui politique qui dit « moi je veux soutenir la thèse de l'empoisonnement et comment faire un fait historique », on va s'égarer sur des chemins qui soient éloignés de la réalité clinique pour parler de médecin.
Eh bien, on va quand même aborder le sujet. La réponse n'est pas donnée dans le livre. Le propos de l'auteur n'est pas de dire j'ai trouvé quelle était la maladie de Charles VI, mais n'empêche que ça interroge l'auteur et le médecin lorsqu'il fait sa thèse, j'imagine aussi. Et il n'est pas forcément inintéressant d'imaginer les différentes, de proposer, d'évoquer les différentes hypothèses qui ont pu être émises à l'époque et plus tard, et peut-être encore maintenant, parce qu'on est face à une maladie quand même étonnante. On sait que ce sont des crises de démence, mais pour résumer la chose, crise de démence ou très courte, ou très longue, c'est-à-dire de quelques jours à quelques mois, avec des intervalles identiquement dissemblables, c'est-à-dire lucidité ou quelques jours ou quelques mois. Et c'est une vraie démence assortie d'une vraie lucidité. C'est ça. C'est ça, hein. Absolument. Et donc, est-ce qu'on peut poser un nom sur cette maladie? Il y a une hypothèse de... On a quand même fait l'hypothèse qu'il avait hérité d'un grain de folie de son père. Oui, parce que quand il y a une folie quelque part, on va toujours chercher chez ce qui n'est pas aberrant sur le plan clinique chez les ascendants. Mais en l'occurrence, on a fouillé, on a trouvé un roi fou dans ses ascendants, et puis un autre dans ses descendants. Il y avait Henri VI d'Angleterre, qui a frappé. Bon. Moi, j'y crois pas tellement à cette hypothèse-là. À l'époque, on évoquait des hypothèses médiévales. Alors, il y avait effectivement l'empoisonnement, l'ensorcellement. Le roi est pris par des charmes, bien évidemment développés par Louis d'Orléans. Et un médecin qui s'appelle Guillaume de Marcigny, qui lui fait à la fois un diagnostic et un traitement assez moderne. En gros, il décrivait presque la psychose maniaco-dépressive, la fameuse bipolarité dont on parle dans tous les journaux actuellement. Là. De type voilà, avancé. Oui, de type. Lui, pour le coup, s'il était bipolaire, c'est vraiment une bipolarité. C'est-à-dire qu'il avait des phases maniaques d'agitation motrice énorme, y compris violente. Et quand la crise était passée, il y avait sans doute aussi un peu dépressif, et puis ensuite ça lui reprenait son cours. Et le deuxième diagnostic, c'est la schizophrénie. La schizophrénie, c'est la folie. Enfin, c'est ce que le grand public appelle la folie. Enfin, des gens qui sont plus du tout en contact avec la réalité. Alors, moi, il y a deux raisons qui font aller contre cette hypothèse-là. La première, c'est que dans la schizophrénie, il n'y a pas de réel intervalle de lucidité. Même quand, en dehors des crises de folie, on ne vient jamais on est incapable de gouverner un pays. On n'était pas vraiment capable, mais entre les deux, il essayait, lui, de renouer un peu les fils. Et puis la deuxième, c'est que même si on aimait bien ce roi, s'il n'y avait pas du tout de moment de lucidité, je ne vois pas trop comment on aurait pu maintenir 40 ans autour. Même si ça arrangeait qu'il soit là, parce que c'était une figure tutélaire, enfin un type qui est fou comme un lapin, 24 sur 24, 40 ans, on aurait du mal à... Justement, ce qui a posé problème sans doute à ceux qui auraient aimé le destituer, c'est qu'il avait des intervalles de lucidité. Oui. Donc on ne peut pas dire le roi est... Non, on s'imagine bien dans la cour le tonton dire « Ah, cette fois-ci, c'est la bonne !» Eh ben non. Il ressuscite, et il est toujours là, et il régnera 40 ans, ce qui est l'un des plus grands règnes du roi de France, si on accepte Louis XIV et Louis XV, je crois. C'est effectivement 40 ans de règne. Histoire passionnante, je rajoute juste un mot pour dire que Giovanni se sert des témoins de l'époque, Christine de Pisan. Christine de Pisan, première grande écrivaine française, et sur des sujets politiques. Et je le place comme ça. Dans mon petit village de Berthe en Gâtinais, à côté de Fontainebleau, le collège s'appelle le collège Christine de Pisan. Je suis content. Bon, passionnant. Des témoignages, c'est un livre d'études. Vous avez des témoignages en vieux François, mais on y arrive. Comme vous le dites en nous encourageant, c'est pas trop dur. Non, c'est lisible. Et puis il y a un glossaire à la fin. Pour les annexe aussi pour s'y retrouver dans la famille de France, etc. Bon, passionnant. Et puis je vous dis, pour le petit élève que j'étais, important Charles VI, je ne sais plus, en 6e ou 5e, ça a été pour moi des retrouvailles. Il y a un vrai plaisir. J'accélère parce que j'ai fait une promesse à Giovanni. C'est un passionné d'Indiens.
Il me dit, oh, j'aurais bien aimé parler des Indiens. Voilà un exemple, j'ai piqué le livre là sur son bureau. Naïche, fils de Cochise. Alors, Giovanni a écrit d'abord sur sa famille, des histoires relatives à l'Italie, absolument. Ensuite, et beaucoup, je ne sais pas si on reste, des livres sur les Indiens. Il est passionné par les Indiens, et les 5 minutes qu'il me reste, je lui offre pour qu'il nous dise, mais d'où vient, c'est quoi cette passion pour les Indiens? Pourquoi Cochise, Geronimo, Sitting Bull? Enfin, je sais que je... Alors, c'est une question qu'on n'arrête pas de me poser, à à laquelle j'ai eu du mal à trouver une réponse. J'en veux une, on ne partira pas d'ici. Alors, la seule chose que je puisse dire, et je me répète, c'est que je ne me souviens pas, et vraiment pas un instant de ma vie où je ne me suis pas intéressé aux Indiens. C'est-à-dire que ça remonte... Mais quand tu étais petit, tu jouais au cow-boy aux Indiens? Non, aux Indiens. Non, mais il faisait l'Indien. Je faisais toujours l'Indien. C'était toujours l'Indien. Absolument. Et puis ensuite... c'était un précurseur, parce que souvent, dans les westerns, les Indiens, c'était des salopards. On ne peut plus continuer à jouer, donc après... on peut... Ah bon? C'est un peu en consultant avec la... Qu'est-ce que vous avez extraordinaire de reconstitution historique en France. Moi j'ai découvert ça justement à ce propos-là. Je lis des revues sur et des tas de gens qui se réunissent, et beaucoup en Normandie d'ailleurs, dans des camps western, avec des reconstitutions historiques. Alors vous avez les Indiens, les cow-boys, et là pour le coup tout le monde s'amuse. Donc on peut continuer aussi à jouer aux Indiens. Après, comment on les choisit maintenant les Indiens? Je pense qu'il y a l'époque actuelle manque un peu le côté épique. L'idée, malheureusement, que je trouve, c'est une opinion personnelle, un peu par le bas, ça devient un peu fadasse. Et j'avais sans doute besoin de me rapprocher à des figures un peu héroïques qui luttaient pour des choses comme la liberté, comme le droit de vivre sur sa terre, comme le droit d'avoir sa propre culture sans qu'elle nous soit imposée par une puissance envahissante. Voilà, il y a sans doute de cet ordre-là. Après, on ne peut pas s'intéresser à tous les Indiens d'Amérique. Donc moi, c'est vrai que j'étais très branché Apache parce que, quand on y pense, il y avait 3000 combattants à l'époque contre 10 000 soldats, par exemple. Et malgré tout, leur nom est encore célèbre. Donc c'est assez... Nous sommes en train de terminer une conférence. Mais vous êtes tout excusés. À tout à l'heure. Donc il y a aussi cet aspect fascinant que des gens aujourd'hui, au XXIe siècle en Europe, connaissent le nom des Apaches ou des Cheyennes, par exemple, sur qui j'ai travaillé récemment, alors que c'était des peuples qui numériquement étaient entre 3 et 6 000 personnes. Et malgré tout, si on s'en souvient encore aujourd'hui, c'est quand même qu'il y a eu une force et un courage particulier dans leur combat. Ils étaient à 1 contre des milliers. Sur la fin, Geronimo, qui est un personnage un peu emblématique, ils étaient 38, 4000 militaires américains d'un côté, 3000 Mexicains de l'autre, ils n'ont pas topé. Il s'est rendu parce qu'on lui a annoncé que ses familles avaient été déportées en Floride. Ah oui. Et voilà, ils ont dit, nos familles sont en Floride, on ne peut plus rester dans les montagnes mexicaines. Et du coup, ils se sont rendus pour pouvoir rejoindre leur famille, mais ils n'ont pas été vaincus. Donc il y a cet aspect-là. Et s'il nous reste une minute, oui. Parce que j'avais commencé avec la table tout à l'heure, c'était avec toi tout à l'heure. Il se trouve que j'ai découvert très récemment, lors de recherches, des Apaches qui ont survécu dans le nord du Mexique jusque dans les années 1930-1940, c'est-à-dire à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des Apaches qui vivaient libres dans le nord du Mexique. Ils étaient entre 30 et 100. Et dans ces années-là, les Mexicains se sont mis à les persécuter, ils ont été de campement en campement, ils ont massacré tout le monde. Et de temps en temps, ils récupéraient les enfants. Et il y a eu une petite fille qui a été adoptée par une famille américaine qui vivait dans le nord du Mexique à 4 ou 5 ans. Elle est partie vivre avec eux aux États-Unis et sa sœur adoptive, la fille biologique de ces gens-là, est partie vivre en Italie. Cette Apache a rejoint sa sœur adoptive en Italie, où elle a vécu quelques années, où elle est morte. Comme je mets à la fin du livre, c'est la ville où elle est morte. Moi, je voyais le panneau de la ville quand je descendais par mes grands-parents en Italie du Sud, mon père étant italien.
J'ai trouvé cette coïncidence extraordinaire. Il y a 1 mois et demi, je suis allé là-bas en Italie pour voir la maison où elle a vécu et puis pour aller me cueillir un moment sur sa tombe. Alors j'ai trouvé une hypothèse totalement irrationnelle mais qui aurait plu aux abaches. Je me suis dit peut-être que quand je passais dans ce train, à un moment où elle vivait là-bas quand j'y allais, son esprit m'a capturé et a fait que je me suis intéressé à son peuple. Mais c'est formidable. En tout cas, si c'est pas vrai, ça mériterait de l'être.